Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le parti Lumumbiste Unifié présentera un candidat à la présidentielle de décembre 2018. Le parti demande à la majorité présidentielle qu'il soutient de soutenir en retour son candidat. Au Sénégal, la recrudescence des enlèvements et assassinats d'enfants a plongé la population dans la psychose. Alors pour y remédier, les autorités ont renforcé le système sécuritaire. Et puis en Côte d'Ivoire, le Penchak Silat fait de plus en plus d'adeptes. Présent dans le pays depuis 2004, cet art martial venu d'Indonésie reste encore méconnu. En République démocratique du Congo, le parti Lumumbiste Unifié se lance dans la course électorale. Le PALU, parti allié du pouvoir depuis 2006, présentera en effet un candidat à la présidentielle et demande par ailleurs au président Joseph Kabila de soutenir son candidat à ce scrutin prévu en décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le parti Lumumbiste Unifié sollicite le soutien de Joseph Kabila à la prochaine présidentielle du 23 décembre 2018. À en croire Wolf Guimassa, secrétaire permanent du parti qui s'est adressé à la presse ce samedi 24 mars à Kinshasa, Antoine Gizenga a exprimé ses vœux au chef de l'État Joseph Kabila. Pour les PALU, c'est le principe de réciprocité qui est demandé, allusion faite au soutien apporté à Joseph Kabila aux présidentielles de 2006 et 2011. Leur disons, surtout les partis de gauche, ils peuvent venir, ou nous voulons qu'ils viennent soutenir les candidats du regroupement Palou et Alliés. Donc, c'est cette volonté-là de voir parmi les regroupements de la majorité soutenir les candidats qui présentera les regroupements Palou et Alliés. Le PALU fait d'Antoine Gizenga, 93 ans, son potentiel candidat à la prochaine présidentielle. Du côté de la majorité présidentielle, Alain Atundu, porte-parole de cette famille politique, au cours d'un point de presse tenu le samedi 24 mars, a estimé que l'alliance PALU-MP avait fait l'objet des négociations en 2006 et 2011 et cela devrait être le fil conducteur pour la prochaine présidentielle. C'est une conséquence de l'alliance. Et donc, s'ils ont une ambition généralement quelconque, la même procédure doit être suivie, c'est-à-dire approcher la majorité présidentielle, négocier avec elle, et à l'issue de ces négociations, le résultat pourrait être connu et rendu officiel, et donc engager toutes les parties prenantes. S'achemine-t-on vers la rupture de l'alliance entre la majorité présidentielle et son plus grand allié, dont le soutien a été déterminant à la victoire de Joseph Kabila en 2006 et 2011? Difficile à ce stade de répondre à la question, disent les observateurs, dans un contexte où la question du dauphin alimente de plus en plus les débats politiques. Bon nombre d'analystes estiment qu'un dauphin non issu du parti au pouvoir pourrait occasionner de graves divisions au sein de la famille politique du chef de l'État. Dans l'actualité également, Grace Mugabe, l'ancienne première dame du Zimbabwe, soupçonnée de trafic d'ivoire. L'ouverture d'une enquête à son encontre a été confirmée ce dimanche 25 mars par la police zimbabwéenne. Plus de 4 mois après la démission de son mari, Grace Mugabe est soupçonnée d'avoir empoché des millions de dollars en exportant illégalement de l'ivoire de contrebande à destination de la Chine, des Émirats arabes unis ainsi que des États-Unis. Bien que plusieurs suspects aient été arrêtés, Grace Mugabe sera elle aussi entendue par la police. De faibles bénéfices sont à prévoir pour les banques commerciales est-africaines au cours des prochains mois. Elles sont en effet victimes de mauvaises créances dues à un déficit de remboursement observé chez les agriculteurs principalement. Les détails avec Corinne Kamsefehem. Les banques des pays de l'Afrique de l'Est affichent des taux de prêt improductifs de plus en plus élevés. En juin 2017, le Burundi affichait le taux le plus élevé de prêts non productifs de 17,4%, suivi par le Kenya avec 9,9%, la Tanzanie et le Rwanda avec 8,2%, l'Ouganda avait le plus bas ratio avec 6,2%. Selon le test de résistance mené en décembre 2017 par le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, cette augmentation
L'augmentation des créances improductives est consécutive au ralentissement de l'activité économique du fait de la sécheresse prolongée dans certaines régions. Au niveau des investisseurs, il faut remarquer que les décisions d'investissement, généralement, ne reposent pas sur une évaluation bien faite, réaliste et honnête des montants investis. Et que les décisions d'investissement ne devraient pas se fonder uniquement sur le seul critère de retour de la liquidité ou alors de récupération du capital investi. Parce que l'investissement, en plus de rendre sa liquidité, devrait contribuer à la création de la valeur de manière à tirer les autres secteurs de l'économie. Au cours de l'année 2017, l'augmentation des prêts improductifs a contraint les banques des pays de l'Afrique de l'Est à réduire les prêts, notamment au secteur privé. Au Burundi, par exemple, cette réduction s'évalue à 4,2%. Selon le Comité des affaires monétaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, les agriculteurs, commerçants et autres particuliers sont les plus mauvais payeurs et ils seraient aussi les plus affectés par ce ralentissement des prêts. Il faut pour les banques déjà une action concertée avec l'ensemble des agents économiques, même des politiques, des autorités publiques qui devraient comme ça prendre aussi des mesures de manière à dynamiser l'épargne pour que l'épargne ne soit plus constituée en grande partie des dépôts à vue qui ne financent réellement pas l'économie. Ces créances improductives ont contraint à une inflation généralisée en 2017 avec des pics rarement atteints comme au Kenya où le taux d'inflation se chiffrait à 11,7% en mai 2017. Les banques du même pays, confrontées aux effets néfastes des mauvaises créances, avaient dû se séparer de 1900 employés. Dans le reste de l'actualité, les affaires d'enlèvement et d'assassinat d'enfants prennent une ampleur alarmante au Sénégal. Certains évoquent des origines mystiques, d'autres un manque de vigilance. En tout cas, cette série d'enlèvements a poussé le gouvernement à agir et à renforcer le dispositif sécuritaire. Reportage de notre correspondant à Dakar, El Aline Ndiaye. Au Sénégal, l'enlèvement d'enfants est aujourd'hui un fléau qui prend de l'ampleur. Depuis quelques mois, il ne passe quasiment pas un jour sans que la presse ne fasse état d'un meurtre ou d'un enlèvement commis sur un enfant. À ce jour, on dénombre pas mal d'enfants séquestrés et tués. Ce qui l'explique, ça me semble relativement simple. C'est un changement que la société est en train de subir et qui produit des métamorphoses profondes dans les psychismes, dans les comportements et dans les actes qui sont posés quotidiennement par les uns et les autres. Il me semble qu'on est en présence du triomphe de l'esprit matérialiste. Ces rapts d'enfants, à mon avis, s'expliquent essentiellement par le triomphe de l'esprit matérialiste. Au nom de l'avoir, l'acteur sénégalais, et peut-être même sous d'autres cieux, est en train de mobiliser des ressources pour satisfaire ses intérêts personnels. À Dakar, où le mal est plus répandu, les avis sur les causes de ce rapt d'enfants sont partagés. Si certains parlent de faits mystiques liés à cette période préélectorale, d'autres Sénégalais fustigent l'irresponsabilité dont fait montre les parents qui se doivent de prendre en charge leurs enfants. Je crois que c'est des phénomènes qui arrivent à la veille souvent des campagnes électorales. Mais c'est quelque chose à regretter, à condamner la manière la plus ferme possible. Et cela doit pousser nos autorités à agir en temps réel pour protéger en fait nos enfants. Les parents doivent changer aussi leur mode de vie. La rue n'est plus un cadre de vie pour un enfant. L'enfant doit vivre dans sa maison et dans les établissements scolaires et dans d'autres structures. Mais la rue n'est plus un cadre de vie. Du côté de l'État, les moyens matériels de la police sont renforcés et dans sa stratégie de lutte, la police compte également effectuer une occupation régulière du terrain en renforçant aussi les services de renseignement. Parlons sport à présent. En Côte d'Ivoire, les arts martiaux sont particulièrement plébiscités à l'image du karaté, du taekwondo ou encore du tai chi. Mais le pencak silat, qui est quant à lui un art martial en provenance d'Indonésie, peine à se faire connaître. Et c'est dans ce but que ses adeptes veulent désormais vulgariser ce sport, présent dans le pays depuis 2004. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olive Adjacotan. 14 ans après son introduction en Côte d'Ivoire, le pencak silat veut conquérir plus de monde. Cet art martial originaire de l'Indonésie ou kung fu indonésien qui a 70 ans d'existence enseigne diverses techniques pour mieux se défendre face à une quelconque agression. C'est aussi une discipline qui forge la confiance en soi.
le volet que nous enseignons aussi, c'est vraiment le volet qui rentre dans le cadre du bien-être. Donc, vous permet d'avoir une grande assurance en vous-même et de pouvoir vous sortir des situations, d'avoir les rudiments pour éviter une situation d'agression. Il y a des techniques de réflexologie précises, il y a des techniques de déplacement, il y a des techniques d'autodéfense et il y aura aussi en finalité, je vais dire, un petit peu de formule de yoga de manière à pouvoir toucher à une forme de pacification mentale. Cet art martial peut donner lieu à d'excellents résultats pour se sortir de situations critiques de la vie courante comme les agressions physiques, les intimidations ou les tentatives de vol. Nous sommes ici à Abidjan au Palais des Sports à un stage de formation d'une quarantaine d'adeptes. Objectif, rendre plus accessible le Penchak Silat à tous. J'ai vu le Penchak Silat, j'ai aimé. Comme il y a les techniques de self-défense, on apprend à se défendre et tout. Donc, j'ai commencé à le pratiquer. C'est avec une très grande joie que nous vivons ce moment de partage avec les membres de notre académie et les membres des autres aussi académies qui sont venus nous accompagner pour ce stage de Penchak Silat. Le Penchak Silat est pratiqué en 2018 par une centaine de personnes en Côte d'Ivoire. Cet art martial est présent dans le pays depuis 2004. En Afrique, la Côte d'Ivoire reste une pionnière du Penchak Silat selon les adeptes de cet art martial. L'Indonésie et la Malaisie, quant à elles, sont les véritables ambassadrices de ce sport dans le monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.